Donc, c'est majoritairement prêt à payer un peu plus pour soutenir la culture, mais pas tout le monde. Sauf Marjolaine. Sauf Marjolaine Lachapelle. Marjolaine Lachapelle. Moi, je suis la gare dit non, les distributeurs. Si tout le monde dit non, là, ben, ils ne croient pas. Mais si les artistes, on se fait tout, c'est fini, c'est eux autres qui ont notre argent. C'est ça, parce que est-ce que les gens vont se priver de leur cellulaire et d'Internet à la maison? Non, mais si tout le monde se lève avec les artistes, hein? On va essayer de mobiliser ça. On va passer à l'économie, puis ensuite on va ouvrir la discussion parce qu'il y a certains votes qui étaient plus partagés, puis j'aimerais entendre des arguments de part et d'autre. Vraiment, surtout sur l'école privée, en fait, ça m'intéresse beaucoup. Sur le plan de l'économie, en fait, il y a aussi plus d'idées que ce qui est affiché ici qui sont arrivées là, dans les 72. Donc, un des éléments, c'était les ressources naturelles. Quand on les extrait, on devrait les transformer davantage chez nous. Ça c'est... Il n'y a pas grand monde qui s'oppose à ça. Il y en a qui disent que la demande mondiale, des fois, c'est pour le minerai brut et que les produits finis, notre marché interne serait peut-être trop petit pour qu'on transforme tout ça chez nous. Mais en général, c'est vrai que le Québec est plutôt un exportateur de matières brutes dans ce domaine-là et qu'on pourrait transformer davantage ici. Et ça, c'était un des points qui est ressorti. La culture biologique et l'achat local aussi, tout ce qui est cyclico-économique. Donc, au lieu d'importer une fraise sur 5000 km qui part verte, qui arrive rouge ici, qui goûte l'eau, on pourrait avoir des fraises en serre au Québec, par exemple. Donc, ça se fait de plus en plus. Ceux qui ont goûté les fraises chez Rose Drummond, c'est dur de manger d'autres fraises après. Gardez les régions, dans les régions, gardez les redevances sur les ressources naturelles. Donc, il y avait la transformation tantôt, mais les redevances aussi. Et pour votre information, il y a une seule femme dans l'histoire du prix Nobel d'économie qui a gagné ce prix-là. Et ses travaux portaient sur la preuve que la meilleure gestion des ressources naturelles, ça se faisait par les localités, par les collectivités proches des ressources et non par des multinationales ou par un État centralisé. Donc ça, c'est ressorti. C'est déjà ressorti aussi dans une autre assemblée que j'ai faite. Sur les productions culturelles, donc c'était la culture, comme disait Viviane tantôt, la culture était assez transversale dans toutes les discussions. Je trouve que ça représente assez bien le Québec, qu'on pense à la culture dans à peu près tous les domaines quand on parle de quoi que ce soit. Mais favoriser la pratique plutôt que la consommation, on a un peu ce qu'on appelle la médiation culturelle. Que tous ceux qui consomment la culture deviennent aussi des acteurs de la culture en quelque sorte. Donc, par exemple, ça peut être évidemment de consommer de la musique, mais de favoriser le fait que les gens en jouent aussi, que les gens l'apprennent, la pratiquent un peu plus. Et exempter les produits culturels des taxes. Ça a déjà été le cas au Québec il y a un petit bout de temps, les livres par exemple. Et donc, exempter les produits de la culture des taxes à la consommation. Donc, j'entends des murmures là-dessus, on pourrait peut-être voter sur le fait d'exempter les produits culturels de la taxation. En fait, ce que ça pourrait amener, si on veut être vraiment réaliste, ce serait peut-être l'augmentation des taxes sur d'autres produits, parce que les gouvernements ont des budgets équilibrés. Ce n'est pas une immense partie du budget chaque année, du budget public au Québec qui proviendrait de ça, mais ça pourrait avoir cette conséquence-là. Donc, seriez-vous d'accord à ce qu'on enlève cette taxe-là, qui est augmenter la taxe sur, par exemple, une idée qui est arrivée dans d'autres assemblées de cuisine, c'était de ne plus taxer ce qui est culturel et de surtaxer plutôt les boissons gazeuses, les poutines, la malbouffe, etc. Ah ben oui! Mais ça, il y en a qui sont extrêmement contre ça, parce qu'ils disent que les gens ont bien le droit de manger ce qu'ils veulent, sont libres de choisir ce qu'ils veulent, et qu'ils ne devraient pas payer plus de taxes parce qu'ils ont choisi de manger une chose par rapport à une autre. Donc, c'est une discussion qui est ouverte. Moi, je suis d'accord avec toi. Surtout dans la région de Québec, il ne faut pas vous nommer. Dans la région de Québec, les gens sont allergiques à ce que le gouvernement dirige les choix et fasse des incitatifs à consommer une chose plutôt que l'autre. Oui, répétez la question, c'est seriez-vous d'accord à ce qu'on enlève les taxes sur les produits culturels, en général? Vous avez ta réponse. Mais comme je le disais, avec la possibilité que les taxes augmentent sur d'autres produits. C'est souvent un jeu à sortir. L'achat local, c'est extrêmement bon, évidemment, pour les économies régionales, sauf que parfois, le bien qu'on veut acheter de producteurs local peut coûter un petit peu plus cher que ce qui arrive de Chine ou d'Amérique latine. Et ça, répondez très, très, très honnêtement,
Parce que quand on demande aux gens, c'est un peu comme les Américains à l'époque de George Bush, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était impossible de rencontrer un Américain qui était pro George Bush parce qu'il n'osait pas l'admettre, mais il a été élu 2 fois. Donc, votez très honnêtement. Seriez-vous prêt à payer plus cher pour des produits locaux? Oui. Vous avez la voter, si vous le faites déjà, vous pouvez... Là, je pense qu'on a vraiment un exemple de paradoxe ici, parce qu'en général, les gens n'achètent pas les produits locaux. À preuve, les producteurs locaux ont de la misère à survivre dans bien des domaines. Et quand on demande un vote, et c'est un peu comme pour l'école privée, publique, la majorité des gens à qui on demande, même dans les sondages au Québec, outre nos activités qu'on fait, quand il y a des sondages là-dessus au Québec, la majorité des gens sont pour que le financement public soit concentré au public, mais l'état de situation, c'est encore que le privé est financé par le public. Et ici, c'est un peu la même chose. Il y a très peu de gens qui ont répondu qui seraient contre, et pourtant, dans la réalité, il y a beaucoup de consommateurs qui ne le font pas. Donc, c'est un paradoxe ici. Est-ce qu'il y a l'idée précédente qui était d'enlever les taxes sur les produits culturels, au lieu de surtaxer la malbouffe, par exemple, on ne peut pas surtaxer la concurrence, mettons, sur les fraises californiennes, puis compenser la différence de prix par une taxe plus élevée sur ça. Ça, c'est un très bon point, sauf que ce qu'on appelle les accords de libre-échange, qui empêchent le Québec, le Canada et les États-Unis et le Mexique de faire ce qu'ils veulent sur la taxation. Et de plus en plus, quoi que je pense que l'accord, vous avez vu en Europe, les Wallons ont presque failli faire dérailler un accord entre 27 pays européens, les États-Unis et le Canada. Et de plus en plus, en fait, dans ces accords-là, on tente de donner à des compagnies privées le pouvoir sur certains tribunaux de règlement de conflits, au-delà des législations nationales. Et c'est un danger, en fait, pour la démocratie de base. Je ne suis pas contre le libre-échange. Le Québec est un pays d'exportateurs, donc c'est très bien qu'on puisse vendre à l'étranger. Mais quand les grands conglomérats mondiaux peuvent influencer à ce point-là le législatif, il y a un problème. Donc, dans ce cas-là, l'idée serait très bonne, mais le Québec n'aurait pas le droit de surtaxer un produit qui vient des États-Unis à cause de l'ALENA. Est-ce que le Québec a le droit de mettre un prix plancher sur les prix? Ah, ça, il y a certaines choses qu'on peut faire, par exemple la gestion de l'offre. Ici, on contrôle, dans l'agriculture, c'est extrêmement important. Au Québec, la gestion de l'offre, il y a beaucoup d'accords internationaux qui ont essayé de tuer ça, de changer la gestion de l'offre, et on résistait tout le temps. Dans le nouvel accord transpacifique, il y a un risque. Il y a un accord actuellement qui se négocie entre certains pays asiatiques du Pacifique, les États-Unis et le Canada, et ils voudraient bien qu'on coupe la gestion de l'offre. Les Néo-Zélandais, entre autres, voudraient vraiment exporter leurs produits ici. Donc, ça va être à négocier, sauf que ça va être... je suis sûr que tout le monde n'est pas souverainiste ici, il y a sûrement des fédéralistes, mais un des bienfaits de la souveraineté du Québec, c'est que le Québec négocierait lui-même ses accords internationaux. Actuellement, c'est le Canada qui les négocie selon les intérêts canadiens globaux, qui ne sont pas toujours les intérêts québécois, ou les intérêts de la Saskatchewan ou de l'Ontario. Donc, le fait que ce soit les grands ensembles qui négocient pour les sous-ensembles, c'est pas toujours bénéfique, c'est pas toujours néfaste non plus, mais c'est pas toujours bénéfique pour les sous-ensembles comme le Québec dans le Canada. Il se trouve que l'exemple de la Belgique indique bien que même un pays fédéré peut tirer les marrons du feu. C'est un très bon point pour la Belgique, mais au Québec, on n'a pas le pouvoir de faire le veto sur l'accord canadien. C'est ça. Donc, la Belgique, sur ce plan-là, est beaucoup plus flexible et mieux faite. C'est une différence fondamentale. Je voulais juste revenir tantôt, là, je travaille dans un marché. Oui. Donc, je fais pas le marché de Drummond, c'est encore plus flagrant. Le niveau de vie financier des gens, socio-économique, n'est pas très élevé. Alors, les gens venaient au marché autrefois pour faire des bons deals. Hein? Mais le coût de production, il y a des producteurs qui ont aussi le coût de chauffage, les vendeuses coûtent cher. Sans blague, parce que des fois, c'est ce qu'on répond aux gens. Alors, la personne qui économiquement n'a pas les moyens de payer le prix du producteur local va aller au Super C, en tout cas, va aller vers le produit le moins cher. Oui. Ça, c'est un fait, mais c'est un cercle vertueux. Parce que quand on commence à acheter local,
les entreprises locales vont mieux, embauchent plus de gens qui ont un meilleur pouvoir d'achat. Le problème, c'est la vision à long terme. Parce qu'à court terme, il y a bien des décisions qu'on prend qui sont bonnes pour le prochain mois, mais qui vont coûter plus cher dans 5 ans ou même dans 2 mois. Donc, c'est un cercle vertueux qu'il faudrait mettre en place avec un peu de vision à long terme. Mais la marge est grande, tu vois. Ben, c'est difficile, en fait, de convaincre quelqu'un qui est la personne, en fait, en difficulté financière, de dire « fais quand même l'effort, ça va être bon pour toi dans 1 an ou ça va être bon pour tes enfants dans 20 ans ». C'est difficile de dire ça aux gens. Donc, il pourrait par contre y avoir des soutiens de l'État temporaires, parce que quand on est sûr qu'à long terme c'est très bon, c'est payant que l'État fasse le pont, en fait, entre les deux. Il y a un élément qui n'est pas ressorti, en tout cas que je n'ai pas vu, c'est peut-être qui est sorti, l'augmentation du salaire minimum. En ce moment, c'est un grand débat au Québec. Il y en a beaucoup qui veulent augmenter ça graduellement, évidemment pas demain matin, mais graduellement à 15 $ de l'heure. Parce qu'il y a une situation un peu drôle au Québec en ce moment. C'est la même entité gouvernementale qui détermine le seuil de pauvreté, qu'on appelle le seuil de faible revenu. Et cette même entité-là détermine que le salaire minimum va être en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il y a quelque chose d'étrange. Les gens qui travaillent à temps plein, 40 heures semaine, souvent sont en dessous du seuil de la pauvreté quand même, selon la région où ils habitent. C'est sûr que ça ne coûte pas la même chose vivre à Jonquière qu'à Montréal. Donc, moi, j'aimerais, même si ce n'était pas sur la carte, j'aimerais qu'on vote là-dessus. Parce qu'il y a des conséquences à l'augmentation du salaire minimum. Le bienfait, c'est qu'il y a des gens qui sortent de la pauvreté. À terme, l'impact que ça peut avoir, par contre, c'est l'augmentation des prix de certains produits, ou en fait de tous les produits, parce que ça va être refilé aux consommateurs avec le temps, graduellement, mais ça va être refilé. Donc, seriez-vous prêt, en fait, la question c'est, seriez-vous prêt à payer un peu plus cher tous vos produits pour que le salaire minimum augmente? Il y a beaucoup de actuellement, il y a beaucoup de discussions avec l'économiste Fortin, M. Couture-Brenon. Il y a une nouvelle Pierre Fortin, puis une nouvelle étude ici qui vient de sortir sur le nombre d'emplois qui seraient éliminés. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'en ai voulu à Pierre Fortin. Parce que tout le monde dans le débat dit que ce serait graduel. Et Pierre Fortin est arrivé avec une étude qui fait l'hypothèse que demain matin, on passe de 10,75 à 15, alors que personne ne suggère ça. C'est sûr que ce choc-là ferait en sorte qu'il y ait bien des entreprises qui ne pourraient plus payer leurs employés parce que la masse salariale est une dépense très grande. Donc, c'est sûr que si c'est un choc comme ça à l'économie, ce n'est pas la même chose que si on le fait graduellement. Parce que si on le fait graduellement, petit à petit, les gens ont un pouvoir d'achat plus élevé, qui donne des revenus plus élevés aux entreprises qui doivent payer les salaires plus élevés aussi. Mais la nouvelle étude parle quand même de 20 000 emplois. Si on le fait du jour au lendemain. Dans l'étude de Pierre Fortin, c'était un choc. La nouvelle qui est sortie, il y en a une qui est sortie, on ne pourrait pas donner qui l'a. l'IRIS? Ah, je ne l'ai pas lu encore. Je n'ai pas vu cette étude-là aujourd'hui. Les autres, ils vont. C'est ça, ils débattent le fait que Pierre Fortin ait fait ça d'un coup. Ouais. Ça, c'est un fait. Mais malgré ça, même si on le fait graduel, il y a quand même 20 000 emplois qui vont disparaître. Et il en disparaît combien pendant malheur des emplois? 20 000. Parce que, par exemple, il y a des partis... Ouais, il faut voir tout ça dans l'ensemble, mais il y a des partis politiques, par exemple, qui vous disent, dans notre mandat de 5 ans, on va créer 250 000 emplois. C'est le taux de croissance naturelle de l'emploi au Québec. Donc, sans programme ou autre, il y a 50 000 emplois pendant malheur qui se créent au Québec en général. Mais je n'ai pas lu cette étude-là, je ne peux pas la commenter précisément. C'est sûr que ça amènerait des changements dans le tissu économique du Québec, mais il ne faut pas oublier les impacts positifs. Tout le monde avait un pouvoir d'achat accru et donc achèterait plus, et potentiellement localement. Parce que ce qu'on appelle la propension marginale à consommer en économie, ça veut dire que les gens à faible revenu, quand ils ont $1 de plus, ils le dépensent. Un millionnaire qui a 10 piastres de plus, ça ne changera pas sa consommation. Quelqu'un qui est vraiment à la scène à la fin de chaque mois, qui a 10 $ de plus, il va consommer dans des biens presque nécessaires. Donc, tous ceux ou à peu près qui sont salaire minimum réinjecteraient cet argent-là automatiquement dans l'économie, donc il y aurait une croissance accrue qui proviendrait de ça. Donc, il y a des pour et des contre quand même. Question vraiment courte, là, c'est parce que je ne suis pas économiste, contrairement à toi, la différence entre un revenu minimum garanti et une augmentation du salaire minimum? Le RMG, le revenu minimum garanti, en fait, pourrait remplacer bien des systèmes qu'on a déjà, parce qu'on a déjà le chômage, l'aide sociale, la régie des rentes pour les personnes âgées, par exemple. Le revenu minimum garanti ferait un système unique qui garantirait à tous les citoyens, quel que soit leur état ou leur statut, un niveau de vie de base, en fait. Ça pourrait avoir le même effet, à peu près, que le pouvoir d'achat accru par le salaire minimum. Sauf qu'au Québec, au Québec, il y a déjà beaucoup de systèmes qui existent. Ça coûterait peut-être moins cher d'ajuster les systèmes qui existent déjà que de tout mettre à terre et de créer le RMG. Il faudrait vraiment faire l'étude des deux parce qu'on a déjà un filet social quand même assez présent au Québec. Donc, c'est peut-être juste des ajustements qu'il faut pour avoir les mêmes impacts que le RMG sans créer le RMG. Ça aurait-tu moins d'impact que la hausse d'un salaire minimum?
ce serait moins isolé, ce serait plus généralisé en fait. Le salaire minimum s'adresse vraiment ça s'attaque vraiment aux gens qui sont les plus bas salariés. Donc beaucoup d'étudiants là-dedans, beaucoup de femmes aussi. Une sur quatre, une personne sur quatre. Il y a à peu près 400 000 travailleurs. Il y a à peu près entre 4 et 500 000 travailleurs qui sont au salaire minimum au Québec. Et comme dans bien des études, malheureusement, les salaires les plus bas, c'est souvent les femmes monoparentales qui sont les victimes de ça. Donc, ça remplacerait pas. Il faudrait les deux quand même. Parce que, ah, ben oui, mais n'empêche, oui. Même si ça. Juste le revenu minimum garanti, les employeurs n'auraient plus de raison de bien payer leurs employés, j'ai l'impression. Ça, c'est un bon point. En fait, on pourrait augmenter le salaire minimum. Même si je ne te paye pas. Ben, c'est ça, on pourrait augmenter le salaire minimum, mais il y aura toujours des gens sur le chômage de temps en temps qui auraient peut-être besoin du revenu minimum garanti. Oui. Donc, c'est deux systèmes séparés. Sur l'autre argument que tu mentionnais aussi. Ben, j'avais l'impression que si le salaire minimum reste très bas et qu'on a un revenu minimum garanti, ah oui, c'est ça. Ben, ça les employeurs pourraient dire je vais te payer le salaire minimum le moins possible et tu combleras le reste avec le revenu minimum garanti. Ben ça m'amène à un point très intéressant. En fait, les grands lobbies du patronat, donc les regroupements des grandes entreprises, sont les premiers à dire que le gouvernement devrait être le plus petit possible et ne jamais intervenir. Sauf que quand on parle du salaire minimum, ils disent que c'est le gouvernement qui devrait s'occuper de rehausser le niveau de vie de ces gens-là. Donc, ce qu'ils veulent, en fait, à mot couvert, c'est que le gouvernement finance le cheap labor. Ouais. On veut payer des salaires très bas, puis on veut que le gouvernement s'occupe de combler l'écart avec la pauvreté. Alors qu'ils veulent que le gouvernement disparaisse en général dans leur discours. Donc, il y a une petite incohérence de la part du patronat en général. Évidemment, il y a des employeurs qui traitent leurs employés de façon formidable. Mais en général, les lobbies du patronat ne sont pas très cohérents dans ce discours. Je vais avoir besoin d'une précision sur la question parce que pour moi, si on décide, si la question c'est êtes-vous d'accord pour un salaire minimum à 15 de l'heure, c'est une chose. Êtes-vous d'accord pour payer plus pour que le salaire minimum soit à 15 de l'heure, c'est toute une autre chose. Puis je voulais intervenir parce que je suis administrateur d'un organisme à but non lucratif à Montréal, bénévolement, qui dessert 1000 personnes handicapées là, annuellement pour leur permettre de faire de l'activité physique. On n'a pas les moyens de payer des salaires de 15 de l'heure. Nous, si ça venait à ça, on fermerait nos portes. Puis il y aurait 1000 personnes qui ne pourraient plus. Et tout le secteur social, des activités économiques puis des organismes à but non lucratif se retrouveraient dans la même position. Je serais curieux d'entendre un directeur de musée. J'ai l'impression qu'on est plusieurs dans une situation comme celle-là, à se dire ça n'a pas de bon sens. C'est parce qu'en fait, ça implique pas juste le salaire minimum, ça implique aussi toutes les autres strates de salaire qu'il va falloir qu'ils suivent. Parce que si tu augmentes un salaire minimum de 11 à 15 $, bien, tous les autres salaires vont devoir suivre. Donc, on ne peut pas être contre la vertu, mais les implications, on est financé. Fait que moi, si l'État me finance encore mes augmentations de salaire, on va y aller. Dans le débat, ces arguments-là reviennent toujours parce qu'ils sont réels. L'idée, par contre, c'est que si c'est graduel, je suis d'accord avec les arguments, mais si c'est graduel, les entrées fiscales de l'État permettent de financer davantage ceux qui pourraient disparaître. Ce ne sera pas parfait, puis un pour un, mais les ajustements dans le système économique se feraient tous à terme. Ils ne se feraient pas en disant qu'il n'y a aucun emploi de créer ou d'annuler, ce ne serait pas un jeu à somme nulle du tout, mais il y aurait des ajustements fiscaux qui permettraient de financer davantage les OBNL qui, en ce moment, moi étant au chantier de l'économie sociale, je vois beaucoup de ces OBNL-là. Donc, il y aurait quand même des ajustements fiscaux qui permettraient de les financer davantage qu'en ce moment. Juste pour éclairer le vote, tu as dit qu'il y avait 400 000 personnes qui avaient le salaire minimum à 12,5 de l'heure. 10,75, excusez. Mais il y a 1 million de personnes, c'est-à-dire un travailleur sur 4 qui travaille entre 10,75 et 15 $. Il y a 1 million de travailleurs, de travailleuses qui... En bas de 15 $, puis qui sont sous le seuil de pauvreté. Moi, je viens d'entendre quelqu'un de l'Université Laval qui était contre le revenu minimum garanti tant que les travailleurs qui vont travailler ou les travailleuses qui vont travailler à temps plein ne puissent pas sortir du seuil de pauvreté. Il ne faut pas toucher à ça. Il faut toucher d'abord à l'emploi. Fait que là, au lieu de dire 400 000, c'est 1 million de personnes, c'est une personne sur 4. Fait que si une personne sur 4 commence à avoir plus d'argent, ils vont peut-être venir plus au musée des religions. Il faut avoir le salaire pour le monter. Donc, on a entendu pas mal d'arguments des deux côtés. Ça va être un pas pire vote, je pense. Oui. Marie. Moi, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils disent les enquêtes, les études qui ont été faites par rapport aux petites types d'entreprises et à l'entrepreneuriat. Est-ce que les gens vont quand même avoir le goût de partir en affaires s'ils ont à payer ces salaires-là? Que disent les études? En fait, celle que je connais, ça montre le gros bon sens. À très court terme, ça décourage la création d'emplois parce que ça coûte plus cher. Donc, le fait est clair.
À long terme, par contre, le pouvoir d'achat accru fait que les entreprises ont plus de revenus et peuvent embaucher plus de monde. Donc, est-ce qu'on prend la vision à long terme et on se dit qu'il faut passer à travers, potentiellement avec de l'aide de l'État pour subventionner les salaires en attendant que ça roule tout seul, ou est-ce qu'on se dit simplement on l'abandonne? Pour l'instant, en fait, au Québec, le salaire minimum n'est pas le pire au monde, il y a des endroits où c'est pire, mais ça n'augmente pas aussi vite que la vision de long terme le dicterait. Parce qu'à long terme, ça va créer un pouvoir d'achat accru pour tout le monde. Donc, ça va augmenter les revenus des entreprises qui vont pouvoir payer ces salaires. Pour vivre vieux. Il faut vivre jeune longtemps. Donc, on va voter là-dessus, puis on pourra discuter après, mais j'aimerais savoir, avec l'état de l'information actuelle, seriez-vous d'accord à ce qu'on augmente le salaire minimum graduellement? C'est la question raisonnable, pas demain matin. Graduellement, est-ce qu'on augmente le salaire minimum à 15 $? C'est le chiffre. À long terme. À passer, ça a fait